Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à la protection du consommateur à l'ère digitale. Je suis Anouche Bezelgue, l'éditrice du portail francophone, la plateforme indépendante de connaissances du SIGAP. La protection du consommateur désigne les dispositions et réglementations visant à protéger les clients lorsqu'ils ont affaire à des prestataires de services financiers, ainsi qu'à susciter la confiance dans ces institutions. Bien que cette évolution contribue à l'inclusion financière des personnes à faible revenu, ces mécanismes peuvent être longs à implémenter et comportent également des risques. Dans ce webinaire, 3 experts de la finance inclusive discuteront des enjeux de la protection du consommateur à l'ère digitale avec un focus sur le contexte africain. Donc avant de commencer cette session, quelques rappels techniques. Donc, il s'agit d'une diffusion audio, c'est-à-dire que les microphones des participants resteront muets pendant toute la durée du webinaire. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas participer puisque vous êtes invité à poser vos questions dans le chat. N'oubliez pas de préciser à quel panéliste vous vous adressez et vous pouvez poser vos questions à tout moment pendant la durée du webinaire. Nous répondrons aux questions à l'issue des présentations des panélistes. Pour être sûr que nous voyons tous votre question, vous pouvez sélectionner tout le monde dans le menu déroulant au moment de l'envoi de la question. Et enfin, l'enregistrement du webinaire sera envoyé par email à tous les participants et à tous les inscrits. Donc, avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amelia Greenberg, qui est directrice adjointe de SPTF, Moussa Mamadou, le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire, et Gaëtan Zalivega, qui est Compliance Officer pour Advance Cameroun. Donc, concernant le déroulé du webinaire, nos 3 intervenants partageront leurs enseignements et expériences sur la protection du consommateur à l'ère digitale, puis nous terminerons ce webinaire par une session de questions et réponses. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Amelia Greenberg de SPTF. Amelia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour ou bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, on vous entend très bien, Amelia. Ok, merci. Alors, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Je remercie également l'équipe FinDev de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Je m'appelle Amelia Greenberg et je suis directrice adjointe de la SPTF, la Social Performance Task Force. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voici les objectifs de ma présentation. Je dispose d'à peu près 15 minutes pour m'entretenir avec vous. Pendant ce temps, nous aborderons brièvement la question de qui est la SPTF. Après, nous discuterons des normes que nous publions, puis nous aborderons en profondeur notre travail d'identification des pratiques de gestion des prestataires de services financiers qui cherchent à mettre en œuvre des services financiers numériques de manière responsable. En plus, j'expliquerai comment vous pouvez collaborer avec nous si notre projet de conception des normes vous intéresse. Tout le monde sera la bienvenue à notre groupe de travail. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Okay. Tout d'abord, pour tous ceux qui ne connaissent pas, je présenterai la SPTF. La SPTF est un organisme à but non lucratif basé aux États-Unis, mais travaillant à travers le monde. Notre objectif principal est que le secteur de la finance devienne plus inclusif et plus responsable. Afin d'atteindre cet objectif, nous développons, diffusons et promouvons des normes et des pratiques qui placent les clients au centre de toutes les décisions opérationnelles et stratégiques. Actuellement, l'un de nos projets majeurs, c'est l'identification des normes pour une offre responsable des services financiers numériques. Mais depuis 2012, nous gérons également la publication et l'actualisation des normes universelles de gestion des performances sociales et environnementales. Donc maintenant, il y a 2 documents de normes. En plus, pour les membres du public qui représentent des prestataires de services financiers en Afrique, je note que la SPTF gère une initiative qui s'appelle la Facilité pour la finance inclusive et responsable en Afrique.
Nous octroyons des subventions pour aider les institutions à renforcer leurs pratiques de gestion de performance sociale et environnementale, y compris, bien sûr, vos performances dans le domaine des services financiers numériques. Donc, si votre institution est basée en Afrique et si elle souhaiterait postuler pour une subvention, merci de consulter notre site web ou de me contacter directement pour de plus amples informations. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. OK, comme je l'ai mentionné, la SPTF est en train d'identifier des normes pour offrir des services financiers numériques de manière responsable. Cette diapositive résume la façon dont nous procédons pour l'élaboration des normes. Certains d'entre vous savent peut-être que la Smart Campaign, qui est maintenant fermée et qui était une initiative hébergée au sein du CFI, le Centre for Financial Inclusion, a passé plusieurs années à faire des recherches sur les risques de protection des clients spécifiquement liés au crédit numérique. En 2019, ils ont publié une version préliminaire des pratiques de gestion suggérées pour atténuer certains de ces risques liés à l'octroi des prêts numériques. Nous avons donc eu de nombreuses conversations avec le CFI sur ce qu'ils ont appris et notre travail s'est appuyé sur leurs excellentes recherches initiales. Nous avons également élargi le champ des travaux pour considérer les pratiques de gestion liées à l'offre de tous les types de services financiers numériques et pas uniquement le crédit. Lorsque la SPTF a lancé son propre travail dans cet espace l'année dernière, nous avons commencé par une analyse documentaire approfondie. De nombreuses personnes et de nombreuses entités travaillent sur ce sujet car les services financiers numériques sont devenus de plus en plus répandus et ne feront que continuer à se développer. Nous avons tiré profit de la lecture des orientations et des cadres écrits par d'autres, ainsi que des études de recherche. Et les constats sont graves. Il existe des risques très importants de nuire aux consommateurs et d'innombrables exemples de consommateurs qui ont déjà été lésés. Mais en faisant l'examen de la littérature, nous n'avons pas trouvé un ensemble complet de solutions testées sur le terrain aux problèmes que la recherche révèle. Les cadres et les orientations qui existent déjà sont certainement utiles, mais ils ne précisent pas exactement ce qu'un prestataire de services financiers est censé de faire au jour le jour pour s'assurer qu'ils atténuent les risques de protection des consommateurs. Nous estimons donc que l'identification de normes de pratiques de gestion responsable de l'offre des services financiers numériques comblerait une lacune. Donc, après cet examen de la littérature, en septembre dernier, nous avons entamé un processus d'entrevue avec des experts. Jusqu'à présent, nous avons interrogé environ une quarantaine d'experts de tous les types de parties prenantes, y compris de nombreux prestataires de services financiers qui se sont numérisés ou qui sont en train de le faire. Et nous avons parlé avec des entités qui ont été les chefs de file dans la recherche sur les risques des services financiers numériques, comme le CGAP, IPA, Women's World Banking, entre autres. Nous avons parlé avec des investisseurs, avec des évaluateurs, des consultants, les agences de notation, tout le monde qui s'intéresse à cet espace. Et nous venons tout juste de terminer la phase d'entretien. J'ai donc créé un document qui synthétise ce que nous avons entendu des experts au cours des derniers mois. C'est encore une ébauche très grossière, mais c'est un ensemble d'idées pour les normes de pratique. Je vais partager avec vous quelques exemples de ce que nous avons entendu sous peu. En raison de l'urgence du sujet, nous publions ce dont nous disposons au fur et à mesure, plutôt que d'attendre la finalisation des normes avant de les partager. Donc, plus précisément, la semaine prochaine, au 15 février, nous organisons un webinaire pour lancer notre groupe de travail sur les normes de pratique de gestion pour les prestataires de services financiers qui cherchent à offrir des services financiers numériques d'une manière responsable. Ce groupe de travail se réunira périodiquement pour discuter sujet par sujet des diverses idées et des normes afin d'affiner davantage le projet, davantage les idées et des normes que nous avons déjà rassemblées au cours des entretiens. Les réunions du groupe de travail se dérouleront malheureusement uniquement en anglais, mais nous traduisons la version provisoire des idées et des normes en français et en espagnol.
Et nous accueillons les commentaires écrits de toute personne dans l'une des 3 langues. OK, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Bon, maintenant, nous avons regardé ensemble les détails. Donc, à ce jour, la version provisoire des normes pour une offre responsable des services financiers numériques comporte ces 13 thèmes principaux: la gestion des agents, la partialité des algorithmes, le mécanisme de plainte, les droits des données et vie privée, la sécurité des données, le traitement équitable et respectueux des clients, la fraude, les résultats, c'est-à-dire les changements qui sont réalisés par les clients au niveau de leur vie quotidienne, les partenariats, la prévention du surendettement, la conception et la livraison du produit adapté aux besoins des clients et une tarification responsable. Excusez-moi, la 13e, bon, je vais corriger la diapositive avant qu'elle soit affichée. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Bon, j'ai mis cette maison ici pour parler un peu de le lien entre les normes universelles de gestion des performances sociales et environnementales et ces nouvelles normes pour l'offre responsable des services financiers numériques. Okay. Donc, nous disons que toutes les normes qui se trouvent dans le document, les normes universelles de gestion des performances sociales et environnementales, sont toujours pertinentes. Ce document est axé sur 7 dimensions et toutes ces dimensions sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles étaient il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il faut concevoir une stratégie, il faut avoir un leadership engagé, il faut s'assurer d'un traitement responsable des employés, il faut s'assurer d'un traitement responsable des clients, il faut concevoir des produits et des services qui sont centrés sur le client et qui sont adaptés à leurs besoins. Il faut avoir une bonne gestion de la performance environnementale. Enfin bref, toutes ces normes sont toujours très, très pertinentes pour la protection des consommateurs et pour une bonne performance au niveau de l'environnement, au niveau des employés et au niveau des clients. Mais en même temps, dans le domaine des services financiers numériques, il y a des risques supplémentaires qui nécessitent des normes supplémentaires, des normes de gestion. Donc, nous avons beaucoup plus de problèmes au niveau de la cybersécurité, beaucoup plus de fraude dans ce domaine. Il y a maintenant la question de une bonne gestion des agents. Il y a la question de comment entrer dans les partenariats. Et les clients, si les clients ne connaissent pas trop la technologie, comment leur sensibiliser à cette technologie afin qu'ils puissent participer. Donc, il y a encore ces responsabilités, mais on ajoute, ce sont des normes supplémentaires, donc il faut toujours respecter les normes universelles de gestion des performances sociales et environnementales, mais en plus, il faut veiller sur ces nouveaux risques. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. OK, donc maintenant, je vais partager un exemple pour que vous puissiez voir comment ces 2 normes se complètent. Donc, les normes universelles de gestion des performances sociales et environnementales ont déjà beaucoup de normes qui portent sur le traitement des plaintes. Donc, on voit ici la norme, le prestataire reçoit et résout les plaintes des clients. Et vous pouvez lire vous-même les pratiques essentielles et les indicateurs tels que le prestataire résout efficacement les réclamations, le prestataire utilise les informations provenant des plaintes pour gérer les opérations et améliorer leurs opérations. Il faut disposer, bien sûr, d'un mécanisme de gestion des plaintes. Il faut informer les clients sur la manière de déposer une plainte. Donc, tout ce contenu, vous voyez, est toujours valable et toujours pertinent. Mais avec les services financiers, il y a encore des soucis. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que nous devons dire davantage sur la gestion des plaintes quand on offre des services financiers numériques? Voici quelques idées qui ont été suggérées par les experts que j'ai interviewés au cours des derniers mois.
Et je ne vais pas lire tous les exemples, mais par exemple, quelques-uns, il faut former les employés du service client au fonctionnement du mécanisme de traitement des plaintes de votre partenaire, parce que dans ce domaine numérique, très souvent, nous avons des partenaires. Il faut former les agents sur la manière de répondre aux plaintes, parce que certains clients préfèrent se plaindre aux agents au lieu d'utiliser le mécanisme du prestataire lui-même. Dès le début d'un partenariat, il faut déterminer qui sera votre point de contact au sein de la structure partenaire pour vous aider à résoudre les plaintes de vos propres clients qui sont liés aux services fournis par le partenaire. Donc, enfin bref, il y a d'autres considérations dans ce domaine, mais on va toujours continuer avec les bonnes pratiques qui ont été identifiées dans le premier document. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Bon, je vais terminer ici avec cette diapositive qui vous invite à collaborer avec nous. Donc, la façon la plus simple, c'est de vous inscrire sur notre liste de diffusion. Si vous le faites, vous allez recevoir notre bulletin mensuel qui vous donne des informations sur les webinaires, sur les ressources qui ont été publiées, sur les événements à venir, etc. Donc, c'est gratuit, c'est très facile de le faire. Si votre organisme souhaite devenir membre de la SPTF, vous serez la bienvenue. Donc ça, il y a un frais de cotisation, mais après, il y a des avantages. Il y a une collaboration plus étroite entre nous et nos membres. Et après, il y a également la possibilité de participer au groupe de travail Services financiers numériques. Si vous avez des idées, si vous souhaitez participer au processus d'identifier les normes qui vont être recommandées à travers le monde, vous serez la bienvenue. Donc, je sais qu'à la fin, il y aura des questions. Je reste à la fin pour répondre à toutes questions éventuelles. Merci. Merci beaucoup, Amelia Greenberg, pour cette présentation sur les normes universelles et responsables. C'est maintenant au tour de Moussa Mamadou, de l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire. Il va nous faire un état des lieux de la protection du consommateur en Côte d'Ivoire et nous présenter plus en détail les missions de l'OQSF. Donc, Moussa Mamadou, c'est à vous, on vous écoute. Moussa, on ne vous entend pas. Moussa, est-ce que vous êtes en muet? Est-ce que vous pouvez essayer? Voilà. On ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez essayer de parler, s'il vous plaît? On ne vous entend pas du tout. Est-ce que vous pouvez regarder en bas de l'écran à gauche et pour connecter votre audio? Alors, merci à nos participants de patienter pour 2 minutes, le temps qu'on puisse connecter notre panéliste. Moussa, est-ce que vous pouvez essayer de parler peut-être? De reconnecter votre audio? Donc, si vous regardez en bas à gauche, vous devriez pouvoir vous connecter. Monsieur Moussa Mamadou, est-ce que vous m'entendez?
Donc, je suggère que pour ne pas perdre du temps, on passe à notre troisième panéliste et on reviendra à Monsieur Moussa Mamadou un peu plus tard. Gaëtan, est-ce que vous m'entendez? Allô, allô, oui, oui, je vous entends. Très bien, merci Gaëtan. Est-ce que ça vous embête de passer en deuxième? Il n'y a pas de souci, il a pas de souci, je Merci. peux y aller. Je vous laisse partager votre écran alors. Ok. Donc c'est bon, on voit votre écran. Vous pouvez y Ah, aller. ok, bon. Bonsoir à tous, moi je suis Gaëtan Zaliwega, je suis Compliance Officer Advanced Cameroun. Donc, et parmi mes attributions, il y a tout ce qui touche au respect des principes de protection des consommateurs dans nos services et dans nos produits proposés à notre clientèle. Donc, c'est pour ça que ce soir, je vais exposer avec vous la petite expérience d'Advance Cameroun sur notre thème qui est la protection des consommateurs à l'ère du digital. Donc, une brève présentation d'Advance Cameroun, c'est une microfinance qui est leader au Cameroun. Elle a été créée en 2007. Elle dispose de 12 agences et de 150 Advance Points qui servent nos 93 000 clients. Les Advance Points, en fait, ce sont des partenaires, des agents tiers chez lesquels nos clients peuvent aller faire leurs différentes opérations. Donc aujourd'hui, c'est avec ces 12 agences et ces 150 Advance Points que l'on sait de façon responsable, équitable et professionnelle l'ensemble de nos clients. Parlant de la digitalisation de nos services, nous, Advance Cameroun, on a commencé la digitalisation depuis pratiquement 6 ans. On a commencé à proposer des services digitaux à nos clients et en général, l'ensemble de nos services, que ce soit digitaux ou même les produits traditionnels, se base toujours sur deux éléments, à savoir la politique sociale et environnementale qui édicte les règles en matière de protection de l'environnement. Et le second pan, c'est tout ce qui a trait à la mise en conformité aux exigences réglementaires. Donc, parlant des principes de consommateurs, des clients qui sont définis dans notre politique environnementale et sociale, elle s'articule autour de quatre axes principaux. Il s'agit pour nous des principes, comme vous le voyez à l'écran, des principes de transparence. Il s'agit ici de fournir à nos clients toutes les informations dont ils ont besoin pour souscrire à un produit. Donc, quand le client est intéressé par un produit, est intéressé par un service, on essaye de détailler entièrement le produit pour que lorsqu'il souscrive, il sait dans quoi il s'engage. Quand on parle de traitement équitable, ça a trait avec l'ouverture à tous. À Advance Cameroun, on parle d'une valeur qui est l'ouverture à tous. On est censé accueillir tous les clients qui viennent et leur proposer des services qui seront adaptés à leurs réels besoins. Par la suite, le quatrième point renvoie à la protection des données et de l'épargne des clients. En fait, on est dans une logique de formation continue, aussi bien de nos collaborateurs que de nos clients pour leur faire comprendre que les données qu'ils fournissent en souscrivant un produit ou l'épargne qu'ils confient à Advance, nous on met tout en œuvre avec des process, avec des outils de contrôle pour que ces données-là ne soient pas perdues ou à utiliser à d'autres fins que celles qui leur a été communiquées. Et Excusez-moi Gaëtan, désolée de vous couper. Il y a des personnes dans le chat qui demandent si vous pouvez mettre en mode diapo pour qu'on voit mieux le texte. Merci. Désolée de vous avoir interrompu.
Gaëtan, est-ce que vous m'entendez? Alors, il semblerait que notre panéliste ait un problème de connexion. Alors, il va se reconnecter. Peut-être que dans l'intervalle, en attendant que Gaëtan se reconnecte, on peut peut-être repasser à Moussa Mamadou. Moussa Mamadou, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez essayer de parler? Alors, Monsieur Moussa Mamadou, est-ce que vous m'entendez? Donc, désolé auprès de tous nos participants. On va, si vous voulez bien, attendre quelques minutes le temps que nos panélistes se reconnectent. Merci pour votre patience. Donc, il semblerait que nos deux panélistes aient malheureusement perdu leur connexion au même moment. Anouche, ici Amélia. Merci, Amélia. Je vois quelques questions dans la boîte chat et comme nous attendons les autres panélistes, peut-être je peux répondre, je peux prendre ce temps pour répondre à quelques questions. Absolument, c'est une très bonne idée, Amélia. Ok, donc je vois la question, ne devrait-on pas prendre en compte la formation des clients, surtout en milieu rural, sur l'utilisation des plateformes ou canaux de distribution pour éviter des risques opérationnels? Donc, je réponds tout à fait. En fait, quand nous voyons les normes de gestion des performances sociales dans le document original qui part sur la conception des produits et services qui répondent aux besoins des clients, on n'a pas trop parlé des services financiers numériques et de ce canal, mais dans le document, de nouveaux documents avec les idées des normes supplémentaires, vu le contexte digital. En effet, beaucoup d'experts ont dit qu'il faut absolument former les clients, sensibiliser les clients. Les clients méfient un peu parfois les services numériques, ils ne comprennent pas forcément comment les utiliser. Et c'est un grand risque d'abord de ne pas les utiliser ou de les utiliser mal, c'est-à-dire de devenir victime de fraude, par exemple, ou de perdre de l'argent à cause des erreurs. Donc, il est absolument essentiel de former des clients, surtout en milieu rural, comme vous avez noté, ce participant. Et il y a plusieurs idées dans le document déjà sur ce même sujet. Donc, j'affirme que nous avons entendu ce message au cours des entretiens. Il y a même certaines idées sur comment le faire, utilisant les canaux numériques, mais aussi en s'appuyant sur les influences des pairs. Donc, parfois, très souvent même, il y a quelques personnes qui apprennent plus vite ou qui ont déjà peut-être un téléphone portable ou qui connaissent déjà la technologie. Et on peut identifier ces personnes dans les villages et après les utiliser pour former des autres. Comme ça, les leçons parviennent de quelqu'un qui est déjà connu et qui parle la langue locale et qui peut expliquer aux autres. Et ça fait confiance. Donc, nous avons plusieurs idées sur cette même thématique et je vous conseille de consulter une fois qu'il sera publié, c'est-à-dire la semaine prochaine, le document en français pour lire les idées précises qui sont présentées là-dedans. Bon, je m'arrête là au cas où les autres panélistes sont revenus. Merci beaucoup, Amélia. Normalement, Monsieur Moussa Mamadou est de retour. Donc, Moussa, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez, s'il vous plaît? Alors, Ah, super. oui. Merci. Donc, je vais Désolé. partager mon écran. Et vous pouvez commencer, Moussa. Je partage mon écran en même temps.
Hop, allez-y, on vous écoute. Alors, bonjour, je suis Mamadou Moussa de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Désolé pour ce contretemps. Mon intervention va porter sur 4 points. Il s'agit dans un premier temps de décrire le contexte actuel, qui est un contexte marqué certainement par la pandémie du coronavirus, mais également un contexte où on assiste à une montée en puissance des services financiers numériques. Alors, le deuxième axe de mon intervention va porter sur les principaux enjeux de la protection des consommateurs de services financiers au regard des priorités du présent webinaire. La troisième préoccupation, ça va être donc d'esquisser l'état des lieux de la protection des consommateurs de services financiers numériques en Côte d'Ivoire. Et enfin, je terminerai mon intervention par une brève présentation de l'Observatoire de la qualité des services financiers, notamment ses missions, ses compétences et ses principales réalisations. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, quel est le contexte actuel qui gouverne les activités inhérentes donc, aux services financiers numériques? Il faut dire que le secteur financier ivoirien est dominé par les banques. C'est un service financier, c'est un secteur financier qui, au regard donc des ambitions du gouvernement ivoirien, se situe encore à un niveau embryonnaire. L'autre constat au niveau du contexte, c'est que l'apparition de la pandémie du Covid-19 dès l'année 2020 a engendré donc d'importantes pertes de revenus qui ont été signalées notamment au niveau de la clientèle bancaire. Alors, face à la pandémie, qu'est-ce que les acteurs, les uns et les autres, en tout cas les plus importants, ont fait? Le gouvernement ivoirien déjà a lancé un programme ambitieux, un plan de soutien économique de l'ordre de 1700 milliards de francs CFA, environ 3 milliards de dollars américains, afin de soutenir principalement les populations qui sont les plus défavorisées, mais également les entreprises en difficulté. Prochaine diapositive. Alors, de son côté, le régulateur financier, qui est la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a pris des mesures en faveur non seulement des banques, mais également des entreprises en difficulté et des ménages. Il s'agissait notamment de la couverture totale des besoins de liquidité des banques, l'allègement des exigences prudentielles de ces établissements de crédit-là, et concernant donc la clientèle, la mise en place d'un mécanisme de report d'échéance en faveur des clientèles affectées, notamment celles des banques, des SFD de grande taille, et qui ont été donc affectées par la pandémie. Alors, le contexte a favorisé également l'adoption des mécanismes de règlement externe des différents et le renforcement des dispositifs existants. Là, ces mécanismes ont concerné principalement les banques, les SFD. Les SFD, ce sont les institutions de microfinance. C'est comme ça qu'on les désigne dans notre corridor francophone ouest-africain, services financiers décentralisés. Donc, les SFD de grande taille ont également été concernés par ces mécanismes externes de règlement des différends et les émetteurs de monnaie électronique. Mais également, les compagnies d'assurance ont également été concernées par ces avancées-là, notamment à travers la vulgarisation de l'activité de la médiation des assurances. Prochaine slide. Alors, en termes d'enjeux, quels sont les principaux enjeux à l'aune donc des priorités du webinaire? Il faut dire que les priorités que nous avons identifiées en rapport avec le présent webinaire portent sur 3 principes. Alors, le premier, c'est le principe de la transparence. Le second, c'est celui du traitement équitable. Et enfin, c'est celui du recours efficace. Donc, c'est à l'aune de ces 3 priorités-là que nous avons essayé de jeter un regard sur les enjeux de la finance numérique actuellement en Côte d'Ivoire. Alors, rapporté aux exigences de transparence, de traitement équitable et de recours efficace, comme je le disais tantôt, les principaux enjeux de la protection des consommateurs de services financiers numériques en Côte d'Ivoire sont de 3 ordres. Alors, en matière de transparence, il s'agit principalement de vulgariser les principes d'information et de transparence commerciale, mais également afin de réduire les asymétries d'information et d'aider le client, les consommateurs des services financiers numériques, notamment les plus vulnérables, à décider en toute connaissance de cause. Alors, l'enjeu lui-même, il fait écho à une série de constats. Donc, l'enjeu fait écho à une propension à recourir
à des pratiques commerciales et publicitaires qui sont de plus en plus irresponsables, telles le démarchage agressif, des actions promotionnelles d'incitation, des ventes liées, des informations trompeuses, mais également en matière publicitaire, par exemple, des informations insuffisantes sur les prix, les caractéristiques et les conditions associées à l'offre publicitaire. Prochaine étape. En ce qui concerne donc le traitement équitable, l'enjeu principal consiste d'une part à promouvoir des normes éthiques pertinentes et d'autre part à construire un écosystème fiable et digne de confiance, fondé notamment sur le respect, une conduite équitable et des garanties appropriées, permettant de détecter et de corriger les pratiques irresponsables et déloyales des fournisseurs de services financiers numériques. Alors cet enjeu procède de deux deux types de constats qui ont été relevés en tout cas dans l'environnement ivoirien. Alors, après, une série de constats porte sur l'émergence de pratiques commerciales et publicitaires préjudiciables aux clients. Et le fait que ces pratiques-là, de plus en plus, abusent de la vulnérabilité des consommateurs de services financiers et renforcent le risque d'accentuer d'autres types de vulnérabilité. De quoi il s'agit, par exemple? La limitation de l'accès aux services financiers à cause d'un profilage numérique, par exemple, en ferait partie, ou encore le surendettement par le truchement, par exemple, de l'octroi de prêts non adaptés, voire usuraires. Prochaine étape. Alors enfin, en ce qui concerne le recours efficace, l'enjeu principal que nous avons identifié à partir de notre point d'observation porte sur la conduite d'actions d'envergure afin de sensibiliser les consommateurs de services financiers et d'offrir des mécanismes faciles d'accès, pertinents et rapides, dont l'efficacité tient au résultat. Alors, deux constats renvoient à cet enjeu. D'abord, la corrélation positive que nous avons identifiée entre la qualité du dispositif de gestion des réclamations et des recours et la promotion de l'inclusion financière, car en réalité, on a constaté que l'accès des personnes les moins bancarisées, surtout celles qui sont très pauvres aux services financiers formels, passe de plus en plus par les services financiers numériques. C'est le point d'entrée en termes de contact en tout cas avec la finance de détail. L'autre constat dont procède également l'enjeu que nous avons identifié plus haut, c'est la mise en œuvre de plusieurs approches de gestion des réclamations, notamment par le régulateur financier, la Banque centrale, à travers donc la commission bancaire, mais également d'autres entités interprofessionnelles et les fournisseurs de services financiers eux-mêmes, auxquels il importe toutefois d'assurer l'utilisation optimale par les clients et de garantir une gestion efficace fondée sur les résultats. Alors donc, nous avons fait là le tour donc, des enjeux qui sont aujourd'hui ceux de la finance numérique en Côte d'Ivoire. Nous allons à présent aborder la phase de l'état des lieux de la protection du consommateur de services financiers en Côte d'Ivoire. Prochain slide. Alors là également, nous allons continuer comme nous l'avons fait pour les enjeux tout à l'heure. Nous allons regarder, poser le projecteur en termes d'état des lieux de la protection des consommateurs de services financiers à travers donc, les trois principes emblématiques que nous avons identifiés à l'entame de notre propos. Donc la transparence, le traitement équitable et le recours efficace. Alors en ce qui concerne la transparence, il faut dire qu'appréhender à partir de trois paradigmes empruntés à l'Alliance pour l'inclusion financière, qu'on appelle communément la FI en anglais, l'abréviation en anglais. L'évaluation globale que nous pouvons porter sur la finance numérique en Côte d'Ivoire est plutôt satisfaisante en termes de transparence. Alors, cette appréciation tient notamment à la pertinence des communications numériques, que nous jugeons plutôt satisfaisantes. Elle tient également à l'insuffisance des orientations de forme, mais également de pratiques à respecter en matière de marketing, en matière de publicité, mais également en matière de vente responsable. Et enfin, cette appréciation en termes de transparence tient également au renforcement des dispositions relatives
à la transmission des rapports normalisés sur les prix vers des bases de données centrales au public afin de promouvoir la comparaison et la transparence, notamment donc avec la mise en œuvre de ce que nous verrons tout à l'heure, le site comparateur de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Prochaine diapositive. Tout comme nous l'avons fait tout à l'heure pour le principe de transparence, en regardant donc l'état des lieux à travers celui du traitement équitable, que peut-on dire? En la matière, nonobstant donc l'amélioration continue des dispositions qui ont été prises en matière de transparence, mais également de divulgation concernant les conditions d'octroi des crédits notamment, notre évaluation est non satisfaisante. Cette appréciation se justifie principalement par l'inexistence de code applicable à la finance numérique, mais également la faiblesse, en tout cas à ce stade de maturation de l'écosystème, des pratiques d'octroi de prêts responsables pour la fourniture des crédits numériques. Prochaine diapositive. Alors enfin, quel est notre regard en termes d'état des lieux à travers le principe du recours efficace? Alors relativement au recours, il faut dire que notre évaluation est plutôt non satisfaisante. En effet, les marges de progression restent importantes sur les points suivants. La mise en place d'un mécanisme de règlement interne des différends. C'est vrai, des efforts ont été faits par certains acteurs, mais beaucoup reste à faire encore par les autres. Les marges de progression subsistent également en matière d'élaboration de directives concernant la présentation du rapport sur les règlements internes et externes des différends. Et enfin, l'autre chose également qui constitue une faiblesse, c'est la coopération entre les acteurs sur la chaîne globale donc, du traitement des réclamations et des recours. Et l'autre chose également, subsidiairement, qu'on peut relever concernant le recours efficace, c'est les marges de progression qui restent à combler en matière d'adoption de technologies pour la gestion des réclamations. Voici donc le regard que nous avons pu poser en termes d'état des lieux d'un point de vue qualitatif. Nous avons jugé utile d'aller sur cette base-là plutôt que les habitudes classiques qui consistent donc à fournir des chiffres et des statistiques. Nous avons appréhendé donc l'état des lieux à partir donc de paradigmes qui sont ceux de l'agence de la finance inclusive, et puis à travers donc des paradigmes qui sont plutôt qualitatifs. Alors, je ne saurais vous quitter sans vous expliquer brièvement ce que c'est que l'Observatoire de la qualité des services financiers. Alors, à travers donc ses principales missions, ses compétences, mais également ses réalisations. Alors, quels sont les intérêts, les missions et les compétences de l'Observatoire? C'est un observatoire, ça s'intitule l'Observatoire de la qualité des services financiers du Côte d'Ivoire. C'est un démembrement du ministère de l'Économie et des Finances. Il a été créé en décembre 2016. Il participe donc de l'adoption de normes internationales, mais également de meilleures pratiques en matière de réglementation financière et d'éducation du consommateur de services financiers. Alors, c'est la deuxième initiative d'un pays membre de l'UEMOA, cette union de 8 pays qui regroupe 7 pays francophones et un pays lusophone. Après celle du Sénégal, l'expérience ivoirienne vise principalement à améliorer l'inclusion financière et à renforcer la protection des consommateurs de services financiers. C'est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale, et il se place au cœur donc, de la relation entre les fournisseurs de services financiers et les consommateurs. Prochaine diapositive. Alors, ses principales missions sont les trois ordres: l'amélioration de la qualité de l'offre de services financiers de détail, la protection des consommateurs, notamment dans le cadre de la médiation financière, et enfin la diffusion de la culture financière et le renforcement de la confiance du public. Alors, les fournisseurs de services financiers, comme je le disais tantôt, ce sont principalement les banques, mais également les institutions de microfinance et les émetteurs de monnaie électronique. Alors, les émetteurs de monnaie électronique, ce sont les opérateurs de mobile money, qu'on appelle comme ça un peu dans notre giron. Les compagnies d'assurance également font partie, et les services financiers de la poste. Alors, les consommateurs, ce sont toutes les personnes physiques, les clients avérés au potentiel des fournisseurs de services financiers, mais également les organisations consuméristes. Et une particularité en Côte d'Ivoire, on met un accent particulier sur les PME et les toutes petites entreprises. Alors, l'Observatoire est composé de 15 membres qui sont
choisi parmi les acteurs clés de l'écosystème de la finance de détail. Diapositive d'après. Alors, quelles sont les principales réalisations de l'Observatoire depuis qu'il a commencé ses activités en 2019? Je vous disais, il a été créé par décret à la fin de l'année 2016, mais il est rentré en activité le 25 avril 2019. Alors, depuis ce temps, l'Observatoire a opérationnalisé son dispositif de protection des consommateurs. Il a conduit plusieurs activités de communication et de promotion. Il a offert au public un site comparateur des principaux services financiers. Il a entrepris également de renforcer l'interaction entre les acteurs de l'offre et de la demande. Et enfin, il a mobilisé des ressources substantielles auprès de partenaires financiers. Alors, en lien avec son dispositif de protection des consommateurs, ce que l'on peut dire, c'est que depuis janvier 2021, l'Observatoire a mis en service une application de gestion des plaintes. C'est un peu dans l'air du temps, puisqu'on débat de la protection des consommateurs à l'ère du digital. Donc, ce sont des outils que l'Observatoire a mis en route et qui participent donc du digital. Donc, depuis janvier 2021, l'Observatoire a mis en place cette application de gestion des plaintes-là, qui fonctionne en version web, mais également en version mobile, et qui c'est un canal supplémentaire qui vient renforcer les canaux usuels et habituels avec lesquels donc on peut communiquer, interagir avec l'Observatoire. Et enfin, ce qu'on peut dire concernant le site comparateur des services financiers, en mai 2021, l'Observatoire a mis en place ce site comparateur-là des principaux services financiers de détail offerts par les banques, les institutions de microfinance, les assurances et les émetteurs de monnaie électronique exerçant en Côte d'Ivoire. Il est disponible également en version web et mobile. Il est facile d'accès, il est totalement gratuit. Je vous remercie de votre attention et encore une fois, toutes nos excuses pour ces désagréments, indépendamment de notre volonté. Merci beaucoup, Monsieur Moussa Mamadou, pour votre présentation. Notre panéliste de Advance Cameroun a pu se reconnecter. Donc, Gaëtan, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, je vous entends bien. Super. À quel slide vous vous étiez arrêté? Le troisième, je crois. Oui, c'était le troisième. Oui, en fait, celui-ci est le quatrième. Bon, pardon. je tiens d'abord à m'excuser auprès des autres pour le petit souci technique qui n'était pas dépendant de ma volonté. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de partager avec vous comment est-ce que nous mettons en place nos produits et nos services. J'ai indiqué que pour tous nos produits et services, même ceux du digital, on s'assure toujours via notre politique sociale et environnementale que les 4 principes de protection des consommateurs sont mis en place et sont respectés. Et le deuxième point, c'était relatif au respect de la réglementation. Dans notre zone, l'Afrique centrale, on a la commission bancaire, la COBAC, qui a édicté depuis janvier 2021 certaines réglementations liées à la protection des consommateurs, à la gestion des réclamations clients et aussi au service bancaire minimum garanti. Travaux auxquels Advance Cameroun a participé et nous sommes en règle à présent. Donc, j'ai indiqué que les suivants, slide suivant, s'il te plaît. Donc, j'ai indiqué que les 4 principes de protection des consommateurs que l'on met en œuvre dans tous nos produits sont liés à la transparence, au traitement équitable. Ces deux éléments renvoient essentiellement au fait que nous avons l'obligation d'expliquer aux clients les différents engagements qu'il prend à Advance Cameroun lorsqu'il souscrit un service. Le traitement équitable renvoie essentiellement à l'ouverture à tous nos clients, que ce soit du secteur urbain, du secteur rural, en leur offrant des produits qui sont vraiment adaptés aux besoins. Le client en secteur rural, par exemple, Advance Cameroun, on a mis en place des crédits ruraux avec une tarification précise pour ce type de clients-là. Par contre, les commerçants des zones urbaines ont d'autres produits qui les sont spécifiques. Il ne s'agit nullement d'une discrimination, mais nous, on voit ça comme offrir des services pour les besoins spécifiques dans chaque milieu où le client se trouve. Le troisième aspect, c'est la protection des données des clients. Il s'agit d'expliquer à chaque fois au client que les engagements qu'il prend
nécessite un minimum de données que l'on va collecter. On lui explique l'usage éventuel que l'on va faire de ces données-là et on lui indique même les modalités s'il veut rectifier ces données, supprimer ces données éventuellement. Et le quatrième pan, nous on l'appelle l'amélioration continue de l'expérience client. Ça renvoie essentiellement au fait que le client a la possibilité de faire des recours, de faire des réclamations pour continuer à le satisfaire. À Advance Cameroun, on a essentiellement deux services qui s'occupent de la gestion des réclamations. Sur les prochains slides, je vais vous en parler plus explicitement. Slide suivant. En termes de transparence et de tarification, comme j'ai indiqué tout à l'heure, cela renvoie à accompagner le client pour qu'il souscrive au bon service, à lui donner le droit à la rectification de ces informations. À côté du slide, vous voyez par exemple une affiche d'un advance point que l'on a mis en place. J'ai indiqué au tout début que nous avons 150 advance points. En fait, ce sont des partenaires externes chez qui Advance fournit des téléphones portables avec des mini-imprimantes. Dans le téléphone portable, il y a une application mobile via laquelle notre partenaire peut servir nos différents clients. Donc, le client n'est plus obligé de venir dans une de nos agences, mais nous avons des advance points disséminés dans tout le pays. Comme ça, lorsque le client veut faire son opération, il part directement vers cette personne-là pour faire un dépôt, un retrait, consulter son solde, avoir un mini relevé. Les advance points sont les premiers exemples de digitalisation qu'on peut dire que l'on a mis en place. Aujourd'hui, on a plus de 150 advance points et nos clients peuvent y aller paisiblement sans besoin de revenir en agence. Le deuxième point, c'est la tarification responsable. Aujourd'hui, dans notre contexte, le régulateur a mis en place 14 services bancaires minimum garantis. Donc, ce sont des services qu'on donne gratuitement à tous les clients. Aujourd'hui, Advance, en termes de tarification responsable, a effectivement mis ces produits et services gratuits à nos clients. Et en ce qui concerne le financement, les attributions de crédit à nos clients, dans notre contexte, il y a ce qu'on appelle le taux effectif global qui est piloté par la Banque centrale. Aujourd'hui, tous nos taux effectifs globaux sont conformes à ce que la Banque centrale nous a demandé et nos clients sont plutôt satisfaits à ce jour en termes de tarification de nos produits. Slide suivant. Traitement équitable. Le traitement équitable rentre aussi dans les principes de protection des consommateurs que l'on a mis en place. Ça renvoie tout simplement à ne pas discriminer les clients, à accompagner les clients dans leur activité. On a des modules d'éducation financière que l'on met en place pour nos clients. On forme aussi nos collaborateurs, nos opérationnels pour que lorsque le client vient en agence, il soit servi de façon professionnelle et que l'on réduise au maximum les plaintes et les recours de clients éventuels. On a poussé cette logique en allant dans le sens où dans nos agences ou dans nos advance points, on a ce qu'on appelle les conseils clientèle. Un client, c'est un conseiller clientèle. Et cette personne-là est censée écouter le besoin du client, lui fournir les services appropriés. S'il n'a pas besoin d'un service, on déconseille à nos opérationnels de leur fournir ce type de service-là. En termes de fourniture de services adaptés, actuellement, on a lancé un nouveau programme qui est Advance L. C'est un programme défini exclusivement pour les femmes. Il s'agit pour elles de leur donner aussi bien des services de crédit, des services de compte, des services de transfert d'argent pour qu'elles soient autonomes dans leur activité. Ça a été fait à la suite de différentes rencontres clients et des études de marché qui ont été faites et qui remontaient comme quoi les femmes ont beaucoup de difficultés. En tout cas, elles ont plus de difficultés que les hommes à accéder aux services bancaires. Slide suivant. Et la protection des données. La protection des données, c'est un sujet assez incontournable avec la digitalisation. Tout à l'heure, j'ai indiqué qu'en termes de produits digitaux, on a les Advance Points, mais en dehors de ça, on a aussi un autre produit qui s'appelle Advance Money. C'est en fait un pont que l'on crée entre le compte bancaire du client et son compte de paiement. Par exemple, les compagnies de téléphonie mobile qui
qui produisent des mobile money. Donc, on fait un lien entre ces deux-là pour que le client puisse faire la bascule de son compte bancaire vers son compte mobile money et vice-versa. Et pour mettre ce type de pont en place, il faut au préalable s'assurer que tout ce qui est aspect technique IT et sécurisation des données du client et de l'épargne est effectif. Pour ce faire, Advance Cameroun, on a par exemple demandé à l'ANTIC, qui est l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, qui est une entité étatique, de venir auditer nos systèmes pour nous assurer que les produits digitaux qu'on a mis en place sont sécurisés et qu'il n'y a pas de faille. Et suite à l'audit de l'ANTIC, ils ont confirmé qu'en effet, on a mis toutes les mesures en place pour que aussi bien les données des clients que leur épargne ne soient pas menacées. Et le dernier pan, c'est la réglementation qui encadre la protection des consommateurs. Advance Cameroun, avec la commission bancaire, a participé à implémenter cette réglementation. On a participé à ces travaux de 2018 à 2020 pratiquement. Et en gros, ça revient en fait sur tous les principes que moi et les différents panélistes, on a exposés. La possibilité de recours aux données au client, la possibilité au client de rectifier ses données personnelles ou de les supprimer, offrir des services transparents aux clients. Donc, on a participé à la mise en place de ce texte-là qui est entré en vigueur en janvier 2022. Slide suivant. Et comme on l'a évoqué au tout début, à Advance Cameroun, en termes de gestion des recours, on a deux entités. Le centre de relations clients, en fait, il est constitué de 6 personnes, un superviseur et 5 staff. Ils sont en charge de récolter toutes les réclamations, toutes les insatisfactions que les clients remontent et de les traiter assez rapidement. En 2021, par exemple, on a reçu près de 700 réclamations concernant spécifiquement les produits digitaux, qui ont été traités à une moyenne de 14 jours. Et quand on les traite, on envoie la réponse au client avec un accusé de réception pour qu'il nous confirme qu'il est satisfait du traitement de sa réclamation. Et pour s'assurer que tous les clients sachent qu'ils peuvent faire des recours, des réclamations, on a procédé à des affichages en agence. Dans toutes nos agences, quand on entre, il y a le numéro du centre de relations client, le 8097, que le client peut appeler. Il y a le numéro du chef d'agence que le client peut appeler. Il y a notre adresse mail sur laquelle le client peut faire ses remontées. Et à chaque fois qu'on a des remontées, on s'assure que la réclamation du client est bien traitée. La seconde entité qui traite les réclamations, c'est la qualité de service client. C'est un département qui s'appelle comme ça. C'est un nouveau département qui a été mis en place pour que, en plus du traitement des réclamations, la qualité client va s'assurer que s'il y a des réclamations qui viennent de façon régulière sur un service ou sur un produit, la qualité va s'asseoir pour repenser le produit et l'améliorer pour que les réclamations sur ce produit diminuent au fil du temps. Slide suivant. Et en conclusion, il s'agit ici de mettre en avant l'approche que l'on pense qui est nécessaire pour participer à une protection plus efficace des protections du consommateur. À Advance Cameroun, on parle de client-centrique. C'est en fait mettre le client au centre de la conception de tous les produits ou de tous les services. À chaque fois que l'on veut lancer un service, et en général, en agence, on organise des journées portes ouvertes, des rencontres clients pour leur parler du produit, pour leur parler du service, pour que par la suite, on met ça en implémentation. C'est le client qui doit dicter l'approche. Et le second point pour la protection des consommateurs, c'est juste le respect de la réglementation. À chaque fois que l'on veut mettre un produit en place, que l'on veut s'assurer que le client est protégé, on s'assure toujours de revenir sur ce que la réglementation prévoit. Si rien n'est prévu, on discute avec les associations professionnelles pour connaître les meilleurs pratiquants en la matière. Si rien n'est prévu, à la limite, on s'intéresse
aux normes internationales en la matière. Et quand on le fait, on se rend toujours compte que fin des fins, on est en avance, on a un coup d'avance sur la mise en place du produit, on a un coup d'avance sur ce que le régulateur, nous demande. Donc, en soi, protection du consommateur, c'est mettre le client au centre de l'activité et faire une veille poussée sur les exigences réglementaires, sur les normes internationales. Et avec ça, un prestataire de services financiers doit en principe s'en sortir aisément dans la protection des consommateurs. Je vous remercie et s'il y a des questions, je pourrais y répondre. Merci beaucoup, Gaëtan Zali-Vega, pour votre partage d'expérience. Donc, nous allons maintenant passer à la session de questions et réponses. Vous pouvez encore poser vos questions dans le chat en précisant bien à quel panéliste vous vous adressez. Donc, on a eu énormément de questions. On ne pourra malheureusement pas répondre à toutes il nous reste 15 minutes. Si les panélistes sont d'accord, ils peuvent rester également 5 minutes de plus, comme ça nous aurons 20 minutes. Je vais commencer avec une première question pour Amelia Greenberg de SPTF. Donc, Amelia, parfois dans certains pays, le problème de réglementation pose problème. À ce niveau, est-ce que vous disposez des moyens nécessaires pour inciter les acteurs gouvernementaux à se lancer dans cette voie pour mettre en place un cadre légal sur les SFN? Merci pour la question. Je dirais oui, mais un oui conditionnel, c'est-à-dire que nous commençons par les normes. Donc, nous travaillons actuellement sur l'identification des normes de bonnes pratiques de gestion, mais après avoir établi quelles sont ces normes vraiment qui doivent être mises en œuvre au sein de chaque institution financière, oui, nous avons l'intention d'en parler avec les autorités de régulation en partenariat avec d'autres organismes qui déjà entament des conversations avec ces acteurs. Donc, nous avons déjà prévu, par exemple, une collaboration avec SIGAP qui travaille étroitement avec les régulateurs. Et la SPTF participe à un groupe de travail AFI, qui est un groupe des régulateurs également. Donc, nous avons des voies, mais l'intention, c'est de raffiner un peu ces idées sur quelles sont les normes à mettre en œuvre. Et après, oui, faire une sensibilisation assez large. Et oui, beaucoup d'efforts de promotion et de sensibilisation. Merci beaucoup, Amélia. J'ai une question maintenant pour Monsieur Moussa Mamadou. Est-ce qu'il existe un cadre juridique sous-régional de protection des consommateurs de services financiers, par exemple dans l'espace UMOA? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en la matière, il n'existe pas un cadre sous-régional au niveau supranational. Les règles de protection des consommateurs de services financiers sont à rechercher de façon éparse ici et là dans les corpus supranationaux des régulateurs, notamment la Banque centrale et la Commission bancaire, mais également dans les dispositions nationales au niveau de certaines législations ou dans un contexte où il y a une certaine vacuité, certains pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire se sont saisis du sujet. Concrètement, si on va dans un certain niveau de détail, au niveau du règlement des litiges qui sont liés à la consommation de tels services financiers, c'est un vide total. Seuls quelques 3 à 4 pays quand ils l'ont déjà fait, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, sont en train donc de renforcer le dispositif. D'autres sont en train de rejoindre donc le mouvement, notamment le Bénin et probablement dans un proche futur le Burkina Faso. Et donc ça, c'est en matière de réglementation qui poursuit la protection. Alors on pourrait dire, et autant également en matière de protection des emprunteurs, par exemple, du crédit bancaire, où les règles sont à ramasser ici et là dans les dispositions, les lois cadres bancaires, la loi au niveau des institutions de microfinance, etc. Certaines dispositions comme ça, certaines instructions de la BCAO qui gouvernent par exemple l'activité des émetteurs de monnaie électronique,
Et puis, la protection des petits épargnants. Un certain nombre de décisions ont été prises par le comité de politique monétaire de la BCEAO. Bref, pour me résumer, il n'y a pas un cadre formel supranational qui gouverne les choses dans la matière. Les dispositions sont à ce stade-là de façon éparse consignées dans les législations supranationales au niveau de la BCEAO, notamment au niveau du corpus assurantiel, CIMA, etc. Et là où il y a une certaine vacuité, les États essaient donc d'améliorer les choses, notamment au niveau de la protection des consommateurs. Merci, Monsieur Moussa Mamadou. J'ai une question pour Monsieur Gaëtan. Comment assurez-vous un accès facile aux termes et conditions via le canal digital? Aux termes et conditions, en fait, via le canal digital, courant de l'année 2021, on a revu complètement notre site Internet de telle enseigne que lorsqu'un client accède à notre site Internet, s'il a besoin d'un compte de dépôt, d'un compte d'épargne, en fait, les rubriques sont agencées de telle enseigne qu'il va cliquer, par exemple, sur compte de dépôt. Après, on va lui fournir tous les détails sur les comptes de dépôt. Parfois, on conseille même au client de laisser son numéro, son adresse mail. S'il a une adresse mail comme ça, on lui envoie encore toute la documentation plus approfondie s'il en a besoin. Merci beaucoup, Gaëtan. J'ai une question pour Amélia. Donc, c'est plusieurs questions, mais je pense que vous pouvez y répondre en une fois. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont demandé quelles sont les conditions d'adhésion à la SPTF ou qui veulent devenir membres, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ou est-ce qu'il y a des dispositifs pour que les étudiants en finance digitale puissent collaborer à la SPTF? Donc, voilà, est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur les moyens de collaborer avec votre organisation? Ok, donc je commence avec le groupe de travail. Donc, tout le monde est la bienvenue, comme j'ai dit. Donc, il faut s'inscrire à notre liste de diffusion. Comme ça, vous aurez les annonces de tous les webinaires, y compris, bien sûr, les réunions de groupe de travail. Donc, vous allez sur notre site web, vous allez cliquer sur le lien qui dit devenir adhérer à la liste de diffusion. Voilà, vous allez répondre à quelques petites questions. Et comme ça, vous aurez les informations sur toutes les réunions. Donc, il n'y a pas d'autre liste. C'est juste comme ça, vous allez vous inscrire à chaque webinaire qui vous intéresse. Et si vous ne parlez pas par anglais, tous les échanges seront en anglais, malheureusement. Mais nous allons, comme j'ai dit, traduire le document et nous cherchons des retours de tout le monde à travers le monde, y compris bien sûr nos amis francophones. Donc, si vous pouvez télécharger le document, l'examiner et m'envoyer vos commentaires en français, j'accueille également ce genre de retour. Si la participation en anglais n'est pas possible, au moins vous pouvez m'envoyer vos retours en français. Donc, ce sont des façons de participer au groupe de travail. En ce qui concerne la façon de devenir membre de la SPTF, donc, il y a également une page sur notre site web. Donc, peut-être parce que le temps est court, je vous invite d'aller sur le site, mais il y a les instructions. Mais c'est une façon de nous soutenir, mais aussi de recevoir des annonces en avance, de participer à notre comité de pilotage. Et il y a certaines autres choses qui sont réservées aux membres, mais les instructions sont affichées à notre site web. Donc, je me termine là, mais tout le monde a été invité à m'envoyer un courriel à moi-même si vous voulez en parler davantage. Merci Amélia. J'ai une question pour Moussa Mamadou. Combien d'utilisateurs visitent le comparateur par mois en moyenne et comment avez-vous les données des institutions financières? Comment assurez-vous la mise à jour régulière? D'accord, merci. Alors, ce comparateur, il a été mis en service au mois de mai 2021, l'année dernière, donc à la mi-2021. On a commencé la phase de communication et de sensibilisation dans le dernier quart de l'année 2021, c'est-à-dire sur le dernier trimestre. Et à ce stade, on a, depuis, disons, septembre, environ 1500 consultations que nous avons enregistrées entre septembre et la fin décembre. Disons, sur la base des statistiques que nous avons sur les 4 derniers mois de l'année 2021,
C'est de l'ordre de 250 à 300 consultations mensuellement. Étant entendu que les campagnes de communication sont en cours, et l'objectif qui est visé, c'est en vitesse de croisière d'atteindre un niveau de consultation mensuel de l'ordre de 1000 personnes. Voici ce qu'on peut dire au niveau du comparateur. Merci. Maintenant, après, l'autre volet de la question, c'est comment on assure la mise à jour périodique des informations. Alors, c'est un comparateur qui a été développé en collaboration avec les acteurs de l'offre, mais également les acteurs de la demande. Donc, les fournisseurs de services financiers sont intimement liés donc, à la mise en place de ce comparateur, mais également à la gestion au fil de l'eau de ce comparateur. Donc, à chaque fois qu'il y a une information qui est modifiée au niveau de l'offre commerciale d'un fournisseur de services financiers, par exemple, il y a un mode de communication avec l'observatoire et à J+2, donc l'information est mise à jour au niveau du site. Alors, les fournisseurs de services financiers ont des habilitations. Ils sont connectés directement, ils mettent à jour. Il y a un système de validation par derrière. L'observatoire donc met à jour les informations. En tout état de cause, quand bien même il n'y a pas de modification, les institutions financières sont astreintes donc à la communication à nouveau, de leur donner les informations chaque semestre. Merci beaucoup, Moussa Mamadou, pour cette réponse détaillée. J'ai une question pour Gaëtan. Donc, je vais combiner deux questions en une. Est-ce que les clients remontent régulièrement des plaintes car il est constaté qu'ils sont parfois réticents à le faire, surtout quand ils sont analphabètes. Donc, quel est le taux de satisfaction des clients qui font retour? Et est-ce qu'il y a des programmes d'éducation financière au Cameroun pour mener à bien l'éducation financière? Concernant l'éducation financière, il y a plusieurs, je peux dire, projets d'éducation financière qui ont été lancés, aussi bien par le ministère des Finances via des programmes tels que le Transfagri, dont le ministère des Finances a notamment demandé à Advance Cameroun de l'accompagner dans ce sens. Donc, il s'agit de questionnaires qu'ils mettent en place et que nous sommes censés administrer à nos différents clients. Donc, c'est un programme qui a commencé depuis 2018, mais il s'était arrêté pendant 2020-2022 à cause de la pandémie Covid. Donc, je peux éventuellement vous donner les contacts des personnes en charge de ce projet. C'est le programme Transfagri au Cameroun qui a essayé de mettre des programmes d'éducation financière en place. Par ailleurs, à Advance Cameroun, on a aussi entrepris de faire ce que l'on appelle des rencontres clients. Chaque mois, chaque agence doit effectuer des sortes de rencontres clients. On invite des clients, on discute avec eux, on leur parle des évolutions dans notre activité, de ce qui peut les intéresser. On recueille leur retour pour améliorer nos services et mieux les servir. Je ne sais pas, il y avait une seconde question, je crois. Oui, la seconde question, c'était est-ce que les clients qui sont analphabètes sont pas réticents à faire remonter les plaintes et quelle est la satisfaction des clients qui font des recours? Au début, oui. Au début, quand on venait de mettre en place le centre de relations clients, ils étaient parfois assez réticents à faire remonter les informations. Mais désormais, en plus du centre de relations clients qui demande d'être, on peut dire éduqué, qui demande de maîtriser l'outil informatique, on a aussi mis en place dans les agences des cahiers de suggestions, des boîtes de suggestions, pour que même celui qui ne parvient pas à faire une remontée via les mails, les téléphones, puisse tout au moins soit écrire lui-même dans le cahier, soit se rapprocher d'un collaborateur en agence pour écrire sa plainte et nous la faire remonter. En dehors de ça, comme j'ai dit tout à l'heure, le centre de relations clients a un numéro de téléphone, le 8097. Donc, même s'il ne veut pas écrire, il peut appeler le centre de relations clients, il explique son problème et on enregistre sa plainte pour traitement. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez bien, on va mener une dernière question pour chacun des panélistes pour terminer le webinaire d'ici 5 minutes. Donc, j'ai une dernière question pour Amélia.
Amélia, avec les services financiers numériques, le client n'est-il pas en déphasage et n'est-il pas méfiant quant à l'utilisation d'outils qu'il ne comprend pas et comment on peut le mettre en confiance en fait? Merci pour la question. Je souhaite commencer avec, par compléter un peu les remarques de Gaëtan sur ce problème des plaintes parmi des clients qui sont analphabètes. Je veux dire que les experts que j'ai interviewés ont eu beaucoup d'idées sur ce sujet. Donc, d'abord, ils ont dit que la recherche nous indique que c'est effectivement, il y a certains clients qui sont très réticents à porter plainte. Donc, il faut leur demander leur retour d'une façon proactive et ne pas attendre à ce qu'ils portent plainte. Donc, l'une des suggestions, c'est effectivement que chaque institution financière va poser des questions d'une façon proactive à un échantillon de clients pour demander s'il y a des problèmes. Et après, également une autre suggestion, c'était de analyser les plaintes par segment de clients. Donc, analyser si les femmes utilisent les services de gestion des plaintes et les hommes également. Parfois, on voit que les hommes sont plus confortables et sont plus inclins à porter plainte et les femmes peut-être ne le font pas. Et en plus, donc c'est important d'analyser les données par segment. Et en plus, pour les clients sont analphabètes, effectivement, il n'est pas possible d'écrire la plainte. Donc, la possibilité d'appeler le centre de relations consommateurs utilisant un numéro vert est très, très important pour ce genre de personnes. Mais je dirais surtout que cette idée de demander le retour de clients, de vous assurer d'avoir leur retour, de ne pas compter sur le fait qu'ils vont eux-mêmes venir vers vous pour vous informer de leurs problèmes, c'est important. Donc, c'est ce que nous avons entendu des experts. Et par rapport à la question, oui, également, les experts ont beaucoup parlé de ce problème. Il y a une méfiance, il y a même le risque si il y a des personnes qui ne connaissent pas trop bien la technologie, mais une fois ils essaient de l'utiliser, ils ont une mauvaise expérience. Après, ils ne vont pas l'utiliser plus. Donc, il est important de reconnaître cette méfiance et de commencer avec la sensibilisation, mais aussi avec des échanges pour comprendre quels sont les obstacles, quels sont les soucis précis pour que l'institution puisse y répondre. Et j'ai parlé déjà de la stratégie de s'appuyer sur les membres de la communauté qui connaissent mieux la technologie, qui l'utilisent déjà, qui ont eu déjà de bonnes expériences. Eux, ils peuvent expliquer à leurs voisins comment ça marche et cette voie est plus fiable. Et donc, il est important pour l'institution financière de travailler en partenariat avec ces personnes dans les communautés. Merci beaucoup, Amélia, pour ces précisions. J'ai une dernière question pour Moussa Mamadou. Est-ce que dans les objectifs de l'Observatoire, il y a également le suivi et l'évaluation de l'expérience client des services financiers? Oui, disons que l'Observatoire, puisqu'on a bien regardé à plusieurs missions, mais qui peuvent être ramassées autour de trois. La première, qui est une mission très importante et qui répond à la question qui est posée, c'est celle de la contribution de l'Observatoire au renforcement de la qualité de l'offre de services financiers de détail. Et donc, à ce titre-là, l'Observatoire, dans son mandat, a la possibilité périodiquement de conduire donc des enquêtes pour s'assurer que les acteurs de l'offre, c'est-à-dire les banques, les établissements de crédit, comme on les appelle, mais également les institutions de microfinance et tous les autres acteurs de l'offre, ont des procédures et des politiques qui sont à des niveaux de standards de qualité acceptables. Donc, maintenant, en réalité, ce sont des missions qui coûtent excessivement cher. Actuellement, nous en sommes à la recherche donc, de partenaires pour financer donc, de tels accompagnements. Et donc, on a cela comme objectif. On l'a inscrit comme mission
On est très avancé dans la réflexion. On en est même aujourd'hui à la recherche de partenaires financiers pour pouvoir nous aider sur les deux premières activités. Celle qui va consister à mener une activité de mystery shopping en matière donc de disponibilité de cash dans les distributeurs au niveau des banques, mais également, comme je le disais tantôt, s'assurer que les politiques, les procédures au niveau notamment des banques et des SFD de grande taille sont à des niveaux de standard de qualité requis. Merci Moussa Mamadou. Et donc une dernière question avant de clore le webinaire. Donc une question pour Gaëtan. Comment s'effectue l'entrée en relation avec les petits épargnants, sachant que la quasi-totalité des Camerounais n'ont pas de carte nationale d'identité? Et est-ce que les mécanismes de Know Your Customers sont-ils légers? Oui, concernant le KYC allégé, en fait, dans la pratique, le KYC n'est pas vraiment allégé. Ce que l'on fait, c'est qu'on a opté pour se rendre dans les lieux d'activité des clients. Donc, il y a deux options. Soit le client vient en agence pour ouvrir son compte et là, on lui demande toute la documentation nécessaire. Ou alors, nous aussi, on va sur le terrain, sur son lieu d'activité pour ouvrir son compte, recueillir les éléments de KYC. Lorsque le client ne les a pas, en général, on fait comme une préouverture. On prend les éléments, on le crée dans notre core banking system, mais après, on lui dit bien, il faut qu'il vienne finaliser, apporter par exemple sa CNI ou bien même le récépissé de CNI, qui est un document qui soit avant la carte d'identité finale, qu'il nous l'apporte. Donc, pour le KYC, on l'allège quand le client ne l'a pas, mais avec la contrainte qu'il doit finaliser son KYC pour pouvoir faire toutes ces opérations sans aucune contrainte. Parce que le KYC, c'est une obligation réglementaire. Donc, c'est le seul accompagnement que l'on apporte à certains clients. Merci beaucoup, Gaëtan. Donc, notre webinaire est maintenant terminé. Un grand merci à nos trois intervenants pour leur partage d'expérience et pour cet échange vraiment passionnant. Et merci à tous toutes les personnes qui ont posé autant de questions. Voilà, on est désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Il y en a eu énormément. Mais j'espère que cette session de Q&A a été intéressante pour vous. Je vous invite maintenant à vous rendre sur Portail FinDev pour retrouver des articles de blog, des webinaires, publications, événements sur la microfinance et la finance inclusive. Si c'est la thématique de la protection du consommateur qui vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur notre page thématique dédiée et vous abonner à notre newsletter bimensuel pour avoir des contenus sur le sujet 2 fois par mois. Nous vous enverrons l'enregistrement du webinaire ainsi que la présentation PDF d'ici 48 heures. Et nous vous invitons également à répondre à notre sondage qui apparaîtra sur votre écran à la fin du webinaire pour nous dire ce que vous avez pensé du webinaire et si vous avez des suggestions de thèmes pour les prochains. Anoush, oui. Une petite question. Est-ce qu'il serait possible de partager les questions dans la boîte chat avec les intervenants au moins? Oui, comme bien ça, sûr. Je peux y répondre peut-être au cours des sessions des groupes de travail. Ça marche. Ok, merci. Absolument, on vous partagera tout ça. Merci. Merci Amélia. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre webinaire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.